Avant de parler de promesses en JavaScript, on va voir à quoi elles servent. Le JavaScript est un langage synchrone bloquant, c'est-à-dire qu'il ne peut faire qu'une chose à la fois. Et pour vous le prouver, on va faire une petite démonstration. J'ai créé une boucle qui commence à 0 et qui va compter jusqu'à 999 millions. D'ailleurs, vous voyez ces petits tirets du bas, le tiret du 8, c'est une nouvelle syntaxe qui date de 2021 et qui nous permet de séparer les grands nombres. Avec ou sans, ça revient au même, c'est juste esthétique. Vous voyez maintenant, là-haut, à chaque fois que je fais CTRL R pour actualiser ma page, qu'il va réfléchir pendant 999 millions, puis il va pouvoir me donner le OK du console log. Le problème que j'essaie d'illustrer ici, c'est que rien ne sera exécuté en bas de ma page tant que la boucle n'est pas terminée. Mon code est bloqué. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième bout de code et cette fois, on va faire une opération asynchrone. C'est-à-dire qu'avec du JavaScript, on va réaliser deux choses en même temps. Ce que je viens de dire qu'on ne pouvait pas faire. Pour commencer, je vais créer une fonction print1, un mélange de français et d'anglais qui va me permettre juste d'imprimer le mot premier. Ça sera mon premier console log. Je vais mettre cette fonction dans une autre fonction qui s'appelle setTimeout. SetTimeout va attendre pendant 2 secondes, 2000 millisecondes avant d'exécuter la fonction print1. Ensuite, je vais rajouter un deuxième console log et vous voyez à droite que le résultat du deuxième apparaît avant le premier. C'est-à-dire qu'il va compter jusqu'à 2 avec setTimeout et pendant ce temps-là, il va me console loguer le deuxième. Si on est capable de faire ça, c'est tout simplement parce que notre code JavaScript n'est pas tout seul lorsqu'il s'exécute. Dans ce diagramme, on va prendre l'exemple d'un serveur. Ce serveur tourne grâce à Node.js, qui est fait pour lire le JavaScript dans un serveur. Et dans Node.js, j'ai V8, qui est l'engine de Google qui me permet de lire le JavaScript. C'est l'interpréteur. Mais l'important ici, c'est que V8 et Node sont codés en C++, pas en JavaScript, même s'il y a un peu de JavaScript dedans. Et en C++, on peut faire plusieurs choses à la fois. On peut exécuter du code asynchrone. Et c'est grâce à eux que je vais pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Dans un serveur comme dans un navigateur d'ailleurs. Il y a toujours V8 ou Google Chrome autour. Donc quand il y a quelque chose que je ne peux pas faire en même temps parce que je n'ai qu'une feuille JavaScript, je vais envoyer mon code, je vais envoyer une demande à l'extérieur, à V8 ou à Node pour qu'ils prennent le relais, pour qu'ils se chargent de la tâche pendant que j'attends ou pendant que je fais quelque chose d'autre. Une fois qu'ils auront terminé de faire ce que je leur ai demandé de faire, ils viendront réveiller mon code JavaScript en exécutant la fonction que je leur aurais donnée. Dans notre exemple, la fonction setTimeout est gérée par V8. Ce n'est pas une vraie réelle fonction JavaScript. Et print1, c'est la fonction que je veux qu'il exécute une fois qu'il a terminé de compter jusqu'à 2. Donc V8 compte jusqu'à 2 dans son coin, et une fois qu'il a terminé, il va venir exécuter pour moi la fonction print1 et console loguer premier, donc plus tard. Et là, l'air de rien, on vient de voir le principe de la fonction callback, qui est aussi le gros problème qu'essaye de résoudre les promesses. La fonction callback, on va le revoir très vite sous une autre forme, mais c'est toujours le même principe. C'est une fonction qu'on va donner en paramètre à une autre fonction pour qu'elle l'exécute pour nous une fois qu'elle a terminé son travail. Par exemple, si j'ai la fonction printOK qui me console log OK, tout simplement, je vais avoir ensuite une seconde fonction, la fonction exécuteur, à qui je passerai ma callback, c'est-à-dire ma fonction que je veux qu'il exécute pour moi, après avoir fait ce qu'il a à faire. Donc, si on teste exécuteur, je lui donne mon print OK, il va bien attendre d'avoir terminé ce qu'il a à faire, puis me console loguer OK. Très bien, alors la fonction callback, c'est pas très compliqué, mais ça pose un problème qu'on va voir tout de suite. Ce problème s'appelle le callback hell. L'enfer des callbacks, ou The Pyramid of Doom, la pyramide de la damnation. Rien que ça. Le problème, ça va être si on veut enchaîner les callbacks, c'est-à-dire qu'on veut exécuter
une fonction conditionnelle en fonction d'une autre, et si on commence à les mettre les unes dans les autres, on va petit à petit se retrouver avec un code complètement ingérable. Pour régler ce problème, nous avons donc quelque chose en JavaScript qui s'appelle les promesses. Les promesses sont un objet qui vont avoir pour but de remplacer ce problème des callbacks. Donc pour commencer, on va voir comment réceptionner une promesse, parce que c'est la situation que vous rencontrerez le plus souvent. Il y a certaines méthodes en JavaScript qui vont vous renvoyer un objet promesse. Pour notre exemple, on va utiliser la méthode Navigator Media Devices Get User Media, qui va demander à l'utilisateur la permission d'utiliser le microphone. On voit la petite fenêtre qui s'est ouverte à droite. Cette opération est vraiment asynchrone puisque rien ne se passe dans mon code tant que je n'ai pas répondu à la question, savoir si il a l'autorisation. Si je console log ma méthode en l'état, je vais voir qu'il me renvoie bien un objet promesse. Et à l'intérieur, je vais avoir plusieurs choses. Je vais déjà avoir plusieurs méthodes. Les méthodes catch, finally, then, et le promise state qu'on voit en bas qui est pour l'instant pending. Un objet promesse JavaScript peut être dans 3 états différents. C'est-à-dire que cette variable promise state, l'état de la promesse, peut être de 3 valeurs différentes. Pending, fulfilled ou rejected. Pending signifie en cours, fulfilled signifie complété positivement et rejected signifie rejeté. Donc il y a eu un problème. Si on faisait une requête vers une base de données, fulfilled voudrait dire qu'on a bien reçu la réponse et rejected qu'on n'a pas eu la réponse, par exemple. Donc je vais cliquer sur autoriser et rien ne se passe. Et c'est normal, parce que c'est pas comme ça que ça marche, évidemment. Ça serait trop simple. Par contre, si j'actualise, maintenant, ma promesse est, vous voyez, fulfilled. Parce que j'ai donné une réponse, donc quand il redemande la requête, est-ce que j'ai l'autorisation? Maintenant, l'autorisation est donnée, donc la réponse est automatiquement oui. Par contre, pour remplacer le rôle de ma fonction callback de tout à l'heure, il va bien sûr me falloir utiliser une autre méthode pour pouvoir réceptionner de manière asynchrone la réponse attendue. Et pour ça, j'ai la méthode then. Je vais stocker mon objet promesse dans une variable que je vais appeler requestMicrophone, requestMic, et je vais pouvoir employer la méthode then sur cette variable, sur cet objet, la méthode then qu'on a vue tout à l'heure quand on a console logué la promesse. Cette méthode then va faire office de callback lorsque ma promesse devient fulfilled. Ça va être au moment où je vais répondre à la question. Donc pour qu'il me repose la question, je suis obligé de supprimer dans les paramètres bien sûr l'autorisation. Et maintenant, juste pour voir, on peut essayer de mettre quelque chose en bas, en dessous, et si je console log quelque chose, une opération donc asynchrone, elle sera bien exécutée dans mon code, même si je n'ai toujours pas répondu à la question de l'autorisation. Maintenant, si je clique sur autoriser, mon objet va passer en mode fulfilled et il va enclencher ma callback qui est le .then. Et je vais avoir accès autorisé qui va apparaître. Alors tout l'intérêt, bien sûr, ça va être de pouvoir faire des objets, des promesses qui s'enchaînent. Parce que par défaut, le .then va me renvoyer une nouvelle promesse. On voit bien sûr que j'ai ma fonction à l'intérieur, mon console log, et il va renvoyer quand même une promesse avec le retour implicite. Donc je vais pouvoir mettre un nouveau .then derrière et enchaîner une nouvelle action, une nouvelle fonction. Par exemple, je pourrais enchaîner avec une fonction fetch. Fetch va me permettre de faire des requêtes vers l'extérieur, aller chercher des fichiers ou faire des requêtes vers des URL. Je vais faire une requête vers un site qui s'appelle Random Data API qui va m'envoyer des données aléatoires. Une fois cette requête faite, je vais devoir encore enchaîner un .then parce que je sais que la réponse sera sous forme de promesse. La réponse de fetch est sous forme de promesse. Bien sûr, si on garde un œil sur le console log à droite, on verra que mon message asynchrone, lui, est toujours affiché avant. Rien ne l'empêche, le code n'est pas bloqué. Rien ne l'empêche d'arriver. Je vais donc rajouter un .then pour réceptionner mes données.
Mes données seront donc en argument de ma fonction dans la .then. Je sais que ces données, je dois les transformer en JSON, donc je rajoute la méthode JSON à ces données, et je sais que cette fonction va me renvoyer encore une promesse. C'est comme ça que ça fonctionne avec la méthode fetch, que je vais devoir donc lire, que je pourrai ensuite lire grâce à un console log tout simple. Donc on a un bel enchaînement avec l'autorisation d'accès au micro, une requête vers un API extérieur, et j'affiche ensuite la réponse qui est une couleur aléatoire. Toutes ces actions se sont passées à l'extérieur sans que j'ai besoin de m'en soucier, et à chaque fois que la réponse est arrivée, elle a enclenché la fonction then pour ensuite exécuter du travail pour moi, comme les console logs ou autres. S'il y avait eu un problème dans cet enchaînement, j'aurais pu le réceptionner avec catch. Catch se met à la fin parce qu'il réceptionne tous les problèmes qui auraient pu s'écouler dans la suite, dans la chaîne. Par exemple, si mon API, si mon URL était mal écrit, je recevrais donc mon erreur failed to fetch qui a bien été capturée par le catch. Grâce à ça, je vais pouvoir savoir à quel moment a eu lieu l'erreur. Donc, je vais aller corriger cette URL et je vais vous montrer une autre méthode qui s'appelle finally. Cette méthode va s'appliquer quoi qu'il arrive. Qu'il y ait une erreur ou pas d'erreur, la fonction que je donnerai à finally sera toujours exécutée en fin d'enchaînement. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va terminer par la création d'une promesse. Parce qu'on peut recevoir des promesses, mais bien sûr on peut en envoyer aussi, on peut en créer, grâce à l'opérateur new. On va donc créer une nouvelle promesse à partir de l'objet promise, qui recevra une fonction à 2 paramètres. Ces 2 paramètres étant eux-mêmes des fonctions. La fonction resolve et la fonction reject. Si je fais un console log de ma promesse en l'état, je vais bien retrouver mon objet promise de tout à l'heure en pending, bien sûr, puisqu'il n'a rien à compléter pour l'instant. Les 2 fonctions resolve et reject seront les fonctions chargées de décider quand mes fonctions then et mes fonctions catch seront ensuite exécutées. Au moment où la fonction resolve sera exécutée, ma promesse passera en fulfilled, puis le point then sera exécuté et exécutera toutes les fonctions à l'intérieur. Pour simuler cet effet, je vais créer une variable random qui me donnera un nombre aléatoire entre 0 et 1 à chaque exécution du programme. Ensuite, je vais créer une conditionnelle assez simple. Si le chiffre est au-dessus de 0,5, je vais exécuter resolve en passant ma valeur random, puisque les promesses permettent de passer des valeurs à travers, bien sûr. Et si ma valeur est trop faible, je vais exécuter reject et envoyer un message d'erreur en créant une nouvelle erreur à partir du constructeur. Maintenant, je vais pouvoir faire un essai en appliquant sur firstPromise la méthode then qui s'activera donc au moment de l'activation de resolve dans ma promise. Et si je console log la valeur, j'aurai bien une valeur aléatoire à droite et parfois un message d'erreur une fois sur 2 quand la valeur est trop basse. On peut voir pour l'instant que dans mon message, il est écrit uncaught, c'est-à-dire que je n'attrape pas encore l'erreur. Et pour ça, bien sûr, il faudra utiliser la méthode catch qu'on a vue tout à l'heure. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Au moment où la valeur sera en dessous de 0,5, j'aurai bien mon message d'erreur too low, c'est-à-dire trop faible. Bien sûr, il y a des choses encore, pas mal de choses qu'on n'a pas vues au sujet des promesses, mais déjà, si vous avez compris la construction et le fonctionnement de l'objet, ça sera déjà pas mal. Si vous voulez expérimenter un peu plus, je vous conseille d'essayer la librairie Axios qui vous permet de faire des requêtes qui répondent bien sûr en promesses. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description qui vous enverra vers plus d'informations, vers les promesses et toutes ces méthodes. En attendant, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à partager ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci à tous ceux qui n'ont pas encore zappé d'être restés avec moi jusqu'au bout et prenez soin de vous.